Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va faire les pronostics de Kalash in Paris. Ouais, j'ai bien dit Kalash in Paris parce que bon, le logo il est un peu bizarre. Genre, ils ont mis genre la structure de la Tour Eiffel dans le C et genre entre le C et le L et genre on dirait un A. Donc c'est pour ça que j'ai dit Kalash in Paris. Bref, c'est un logo stupide quand même. T'aurais pu mettre le logo de la Tour Eiffel genre sur le A de Kalash in Paris, mais à la place, bref, ils l'ont mis. C'est extrêmement bizarre, bref. Voilà. Et du coup, Kalash in Paris, ça a une totalité de 5 matchs qui sont officiels. Bon, il y a un 6e match, mais j'en sais pas vraiment. J'en ai encore dans le flou avec Stéphanie Wacker. Mais sinon, il y a 5 matchs qui sont à peu près officialisés. Et du coup, je vais en faire la pronostic. Donc voilà, on va commencer du coup avec le match entre Sheamus et Rusev dans un good old fashioned Donnybrook match. Et ce match, j'en ai totalement rien à faire. J'en ai rien à faire de Rusev. Et clairement, Sheamus mérite mieux. Genre, pourquoi on le met en feud avec Rusev? Pourquoi Sheamus est en train d'avoir des éternels feuds avec Rusev? Genre, c'est un match qu'on a déjà vu. Genre, ils se sont battus, je pense, 2 fois. Genre, Sheamus, il a gagné un match de son côté. Et Rusev, il en a gagné un autre. Donc, du coup, ça fait un match chacun. Et genre, c'est le 3e de la trilogie. Mais personne n'en a à foutre, en fait. Genre, legit, j'en ai rien à foutre de ce match. Et Rusev, j'en ai littéralement jamais eu à foutre de ce catcher, en fait. Donc, voilà quoi. Genre, qui gagne, je m'en fous, en fait. Ça sera probablement Rusev qui va gagner le match parce que, genre, Sheamus, ils vont rien en foutre, en fait. Donc, Rusev, il est beaucoup plus nouveau, genre, dans l'idée de. Genre, c'est considéré comme un nom frais, vu que, genre, il est revenu de la WWE il y a pas longtemps. Donc, c'est sans doute Rusev qui va gagner le match. Alors que, genre. Rusev, il pue la merde. Genre, il est éclaté, en fait. Mais bon, bref. Aujourd'hui, dans le catch, tu as juste besoin de te casser de la WWE, faire quelques matchs aléatoires aux Indies ou à Catch AEW, puis après revenir à la WWE. Et genre, tu peux avoir une plus haute position que des gens qui sont restés à la WWE pendant tout ce temps, comme Sheamus, quoi. Et Sheamus, il va probablement jobber face à Rusev. Alors que Rusev, genre, pendant genre les 6 ans qui sont passés, il a rien foutu d'exceptionnel. Bref, voilà, ça m'énerve en fait, donc voilà. Rusev va probablement gagner le match, mais je pense que Sheamus devrait gagner le match à mon propre avis, mais ce sera sans doute Rusev. Donc du coup, le second match, c'est Becky Lynch contre Nikki Bella pour le championnat féminin intercontinental. Ça, c'est un match qui est, je sais pas, assez intéressant. Pas pour le build-up, hein, je tiens à préciser, mais genre pour les noms qu'il y a dedans. Bon après, bon, Nikki Bella, elle est plus si intéressante que genre 10 ans auparavant, mais c'est clairement mieux que de voir Lyra Valkyria, quoi. Hein. Donc voilà. Donc juste pour ça, genre c'est une affiche un peu près fraîche. Hein. Genre, on a plus vu ce match depuis genre, ouais, 10 ans. Donc vas-y, pourquoi pas en vrai. Et de qui gagne, je sais pas. On pourrait peut-être miser sur Nikki Bella qui gagne le championnat intercontinental. Vu que genre si l'idée c'était pas de mettre le titre sur Lyra Valkyria, mais sans doute qu'ils vont le faire via genre, je sais pas, Nikki Bella. Donc je sais pas. Et bon, si Becky Lynch conserve, ça me dérange pas trop. Donc voilà quoi. Victoire de Nikki Bella. Et puis on passe à autre chose. Et du coup, le 3e match, c'est Roman Reigns contre Bronson Reed. Et ce match, personne n'en a réellement à foutre. Et du coup, ça valide tout ce que j'ai dit dans ma vidéo que personne n'en avait réellement à faire de Roman Reigns en fait. Roman Reigns, il n'est pas assez bon pour rendre ce match au niveau d'intérêt que les gens attendent du niveau de Roman Reigns en fait. Parce que ce match, faut le dire clairement, c'est un match de mid-card en fait. Ce sera jamais le main event, ce sera même probablement même pas l'opener. Donc voilà quoi. Genre Roman Reigns, il n'est pas assez bon pour élever un match à un niveau de type main event juste par sa simple présence. Genre il n'est pas à ce niveau-là en fait. Faut clairement le dire, il n'est pas à ce niveau-là. Roman Reigns c'est pas The Rock. Genre si The Rock il vient à Clash in Paris et genre il affronte Bronson Reed, il y a des chances que ce sera clairement le main event. Alors que Roman Reigns, il a juste pas ce niveau en fait. Il est pas plus charismatique que le Rock. Il a pas autant de star power que lui. Il a pas sa présence. Il a rien de tout ça en fait.
Parce que genre toute l'aura qu'on a créée autour de Roman Reigns, c'est principalement par son booking et genre le fait qu'il ressemble à une star. Mais sinon Roman Reigns, genre ça a floppé en 2017 parce que genre ils ont essayé de genre le pusher comme ils ont pushé The Rock, genre en 97, 98, 99. Et genre ils ont vu qu'il avait clairement pas le même talent que The Rock. Donc du coup ils ont dû simplement utiliser le booking pour le mettre over quoi. Et voilà quoi. Genre The Rock il a jamais eu le push de Roman Reigns, ça faut clairement le dire. Hein. Donc ce qui différencie clairement Roman Reigns à The Rock, c'est que The Rock lui, il s'est mis over lui-même. Genre il est passé de Rocky Maivia à The Rock. Alors que Roman Reigns, il est littéralement pushé depuis 2015 dans le main event, simplement parce que la WWE voulait te dire que c'est leur prochaine nouvelle star. Donc du coup on a pushé de manière telle à gagner des titres, et du coup après tourner heel et avoir ce long règne de 1316 jours. Et voilà maintenant. Et fondamentalement en fait, c'était ce qui nous intéressait dans la manière de voir Roman Reigns. La manière dont il était booké. C'était juste ça en fait. C'était pas réellement le catcheur en soi quoi. Genre il est décent dans le ring, il est pas non plus exceptionnel au micro, mais genre la manière dont il était booké, ça lui donnait une aura. Ça lui donnait une présence comme ça. Une présence à se dire ce type, il est imbattable. Et maintenant que tout ça est parti, il revient du coup en se disant que c'est genre le OTC, genre l'original Trouble Chief. Et genre là c'est juste un gars en fait. Genre, il n'y a plus tout le booking qui est derrière lui. Genre, tout le booking est passé du côté de Cody Rhodes maintenant. Et genre là, Roman Reigns, en fait, genre, il n'y a plus tout ce booking qui est là en train de le mettre dans le main event à chaque fois. Et genre, ça expose juste, en fait, que genre, Roman Reigns, c'est pas genre un catcheur qui suffit à lui-même pour intéresser les gens, en fait. Genre, t'as besoin d'un booking qui est bien élaboré, comme celui qu'on a eu, genre, du chef de la tribu, comme ça, tout ça, pour intéresser les gens de Roman Reigns, en fait. On a eu besoin de ça pour que les gens soient intéressés de Roman Reigns. Et je dis ça parce que, genre, on a un match entre Roman Reigns et Bronson Reed dont personne n'en a réellement à foutre, en fait. Genre, Roman Reigns, ouais, clairement, il va gagner, en fait, mais genre, qui en a réellement à foutre? Genre, il n'y a aucun enjeu. Genre, la storyline, genre, c'est juste Bronson Reed, il a volé les chaussures de Roman Reigns. Genre, Roman Reigns, il a rien ajouté dans ce segment, en fait. Il a rien ajouté dans la storyline. Donc voilà, quoi, j'en ai rien à faire. Ouais, Roman Reigns, il est là, ok, mais genre, il est juste là par le nom, en fait. Mais sinon, il ajoute rien d'autre, quoi. Donc voilà, ouais, Roman Reigns va gagner le match, mais genre, voilà, quoi. J'ai digressé trop longtemps. Et du coup, on va venir au match 4. Et c'est Stephanie Vaquer qui va affronter une catcheuse random, je sais pas. Ouais, bon, je pense que Stephanie Vaquer va... Puis après, match 5. John Cena contre Logan Paul. Et ce match, John Cena contre Logan Paul, le build-up, il est horrible. Je déteste ce build-up. En fait, c'est genre toutes les storylines qu'il y a eu entre Logan Paul et genre n'importe quel autre catcheur, en fait, jusqu'à maintenant. En fait, c'est juste, ah, t'es un outsider, tu mérites pas d'être à la WWE, donc je vais te montrer que tu mérites pas d'être à la WWE. Ça ferme, c'est bon, on a déjà vu ça, ça se répète et ça se répète encore une fois. Juste maintenant, John Cena, il dit, genre Logan Paul, ouais, t'es une blague. Tu mérites pas d'être à la WWE. Tu utilises la WWE pour mettre en avant tes marques. Ouais, mais il catch aussi à côté, quoi, donc c'est pas comme si, genre, il mettait un Slim Jim, genre, au milieu du ring, et genre, il catchait pas du tout par après, quoi. En fait, c'est juste un match et une storyline qui est une perte de temps, en fait, parce que, genre, John Cena, il a perdu le championnat du monde, et genre, toute l'intrigue du fait que, genre, n'importe qui peut battre John Cena, il est juste parti comme ça d'un coup, en fait, parce que, genre, tout le monde se disait qu'avec John Cena en tant que champion du monde, John Cena allait garder ce championnat du monde jusqu'à son dernier match. Et là, du coup, il perd le titre face à Cody Rhodes à SummerSlam. Et il affronte Logan Paul dans un match 1 contre 1. Et c'est quoi l'enjeu? Il n'y a rien. Juste ils s'affrontent. Genre, qui en a à faire? John Cena, il bat Logan Paul. Ok, fantastique. Qui en a à faire? Logan Paul bat John Cena. Ok, fantastique. Qui en a à faire? John Cena, il a encore ses 9 dates à faire après. Donc, ça change rien. Ça change littéralement rien du tout, en fait. Donc voilà, c'est une perte de temps, en fait, ce match. Et la logique dit que John Cena va gagner ce match, mais bon, c'est une perte de temps, c'est juste une perte de temps, donc voilà. Et du coup, le dernier match, c'est le Fatal 4 entre Seth Rollins, CM Punk, Jey Uso et LA Knight pour le championnat du monde poids lourd, le championnat aka mid-card de la WWE. Je dis championnat mid-card parce que genre ce championnat c'est
juste pas un championnat main event en fait. Genre ce championnat est au même niveau de prestige que quand Big Show il est devenu champion de la WWF en 99. Il avait comme ça des matchs aléatoires à Raw en milieu de show et il défendait le titre dans des feuds avec Big Boss Man. Voilà le niveau de prestige que ce championnat WWE poids lourd il a. Parce que ce championnat du monde, il est pas au niveau main event, tout simplement. Et du coup, qui va gagner le match c'est bien évident qui va gagner le match, hein, parce que c'est Seth Rollins qui va gagner le match. Faut bien se rappeler que dans un Fatal 4-Way, il n'y a pas de disqualification et qu'il y aura clairement des interventions. Hein. La stable de Seth Rollins. Donc voilà quoi. Faudra pas être surpris de voir une intervention de Braun Breaker ou même Bronson Reed. Hein. Et en fait, c'est un match qui m'énerve parce que genre, il est juste trop prédictable en fait. Genre, tu sais que Jey Uso ne va pas gagner le match. Tu sais que LA Knight ne va pas gagner le match. Et tu sais clairement que CM Punk, ce n'est pas le bon moment pour gagner le match. Parce que genre le pay-per-view, en fait, c'est genre un pay-per-view filler, en fait. Ils sont à Clash in Paris. Il n'y aura pas le moindre nouveau champion dans ce show. Donc, voilà quoi. Seth Rollins va conserver le titre parce qu'ils vont le jouer safe. Ils vont pas essayer de capitaliser sur la moindre personne. Ils vont essayer de genre tourner le lait avec cette rivalité entre Seth Rollins et CM Punk. Et genre LA Knight est juste mis là. Jey Uso il est juste mis là. LA Knight, ça devrait être la personne qui doit gagner le match. Mais genre, si LA Knight était le catcheur sur qui il voulait capitaliser, ben il aurait battu Seth Rollins à Raw pour le championnat du monde. Et là, ça aurait rendu tout le truc beaucoup moins prédictable. Si LA Knight était venu à Clash in Paris en tant que champion du monde et qu'il y avait genre ce Fatal 4 qui était fait comme ça, je pense clairement, j'aurais aucune idée de qui aurait pu gagner ce match. Mais là, c'est juste trop prédictable. Parce que Seth Rollins, c'est le chouchou de Triple H. Et du coup, il va conserver le titre. Et voilà, quoi. Genre, il va continuer sa feud avec CM Punk. Ils vont se débarrasser d'LA Knight. À le mettre dans une autre feud ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Et Jey Uso, bon, qui en a à foutre de Jey Uso, réellement? Il a même rien à foutre dans ce match, hein, pour être honnête. Mais bref. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce show Clash in Paris. D'ailleurs, il y a juste que 6 matchs, à peu près, pour Clash in Paris. Genre, c'est de l'arnaque, en fait. Genre, ça m'étonne, en fait, qu'il y a des gens qui payent pour aller à Clash in Paris, en fait. Genre, ce show, il est clairement un attrape-argent, en fait. Parce que la WWE, ils font que présenter des shows de plus en plus médiocres. Et genre, ils augmentent les prix des tickets, comme ça. Genre, c'est de la folie, en fait. Malgré le fait qu'il n'y a rien qui s'améliore, en fait, ça devient juste de plus en plus pire. Genre, ils augmentent les prix. Genre, on voit à ce point-là, genre, ils vont... Il n'y aura plus les moindres personnes dans les stades. Genre, clairement, pour moi, c'est un show à boycotter, en fait, parce que, genre, la carte, elle est médiocre. Il n'y a que 5-6 matchs. Et en plus de ça, les prix sont juste hallucinants, en fait. Mais bref, de toute façon, je suis jamais allé dans le moindre show, en fait, donc... Et là, dans l'état des choses, clairement, je dirais jamais. Donc voilà, quoi. Et c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour Clash in Paris. Ce sera probablement un show qui sera soit éclaté au sol, à Clash in Paris hein, d'ailleurs, hein, et soit ce sera décent peut-être. Hein. Je pense pas que ce sera incroyable. Hein. Donc voilà. Et c'était à peu près tout ce que The OG avait à dire. Et je vous dis à plus tard. Bref.